Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 13 avril 2023 et voici les titres de cette édition. Le chantier du musée savoisien touche à sa fin à Chambéry. 2 semaines avant l'inauguration officielle, nous avons pu visiter ce bâtiment qui fait honneur au patrimoine local. Et les cueilleurs de champignons sont à l'affût en ce moment. Dans nos forêts, c'est la période de la morille. Pour être sûr d'en trouver, certains ont décidé de la cultiver. Victoria Lopez a rencontré une partie des fondateurs d'une exploitation. Après 8 ans de fermeture et 4 ans de travaux, toutes les équipes du musée savoisien sont entrées dans la dernière ligne droite. Car dans 2 semaines, jour pour jour, le musée va entrer dans une nouvelle ère. Au total, plus de 30 corps de métiers différents seront intervenus sur ce chantier d'envergure exceptionnel au sens premier du terme. C'est un bâtiment qui est très ancien, donc XIIIe siècle avec beaucoup de modifications au cours du temps. C'est un bâtiment qui a réservé énormément de mauvaises surprises au cours du temps. Ce qui a été difficile, c'est parfois de se dire « Oh, il y a ça encore ». Mais ça nous a permis, nous, l'équipe, de poursuivre restauration, acquisition, production des textes, des cartels, des multimédias. Donc, voilà, il faut voir le bon côté des choses. C'était long, mais ça nous a permis, j'espère, de livrer au public un musée qui est assez riche. Le nouveau musée savoisien, imaginé par l'architecte Pascal Prunet, ce sont donc plus de 1800 mètres carrés d'exposition permanente, 350 d'exposition temporaire et plus de 2000 objets exposés. Et pour que tout soit prêt le jour J, dans les allées du bâtiment, on s'affaire aux dernières minutieuses tâches à effectuer, comme la pose des tableaux. On essaie d'avoir des infos sur ce qu'on porte, parce que l'intérêt c'est pas de juste installer. En fait, il y a l'œuvre, c'est les cadres en fait qui sont encore plus sensibles, parce que s'il y a de la dorure ou des éléments un peu en relief, un truc comme ça, il faut vraiment faire attention à. Oui, ça reste toujours la partie essentielle dans ce travail, c'est de faire attention et travailler tout doucement. Et alors que l'installation de certaines vitrines est encore en cours, la nouvelle configuration du musée savoisien permet également de découvrir certaines belles histoires, comme cet ivoire volé ici même en 1992 et qui retrouve aujourd'hui son lieu d'exposition. Cet ivoire qu'on a rapporté des Pays-Bas, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Avoir un objet qui est restitué après 30 ans d'absence, après un vol, c'est quelque chose qui est très rare pour un musée. Et que cet événement se produise peu de temps avant la réouverture, c'est vraiment totalement inespéré. Et en plus, un petit objet du XIVe siècle, c'est encore mieux, d'autant que je suis médiéviste et donc pour moi c'est particulièrement émouvant d'avoir pu avoir entre les mains cet objet. Cette importante rénovation aura coûté 22 millions d'euros, financée par le département de la Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État. La grande inauguration du nouveau musée savoisien est prévue le jeudi 27 avril prochain. La filière de l'économie des sports d'hiver est en pleine mutation. Acculée ces dernières années par de nombreuses problématiques, à l'image du réchauffement climatique, de la crise sanitaire ou de la prise de conscience d'une partie de la population sur l'impact environnemental de telles pratiques, les acteurs de la montagne font aujourd'hui le point. Bien décidés à ne pas plier l'échine, qui plus est au terme d'une saison qui s'est révélée être plus que satisfaisante dans les domaines d'altitude, force est aujourd'hui de trouver les clés qui permettront de savoir faire évoluer une discipline qui cristallise bien des problématiques. Sans vilain jeu de mots, j'ai l'impression que nos activités prennent avalanche après avalanche. Il y a eu la crise Covid, il y a effectivement un tourisme bashing qui se traduit chez nous par un ski bashing, mais on n'est pas les seuls, c'est l'ensemble du tourisme qui est impacté. Et aujourd'hui, on voit les problématiques sur les volontés du ministère du Logement de corneriser l'offre touristique. Donc, on les prend les unes après les autres, on relève la tête. L'avantage, c'est qu'on est un collectif et que le collectif est une force. Et on a la volonté de travailler ensemble et de trouver des solutions. Et effectivement, peut-être que c'est toujours aussi l'occasion de se remettre en question. Pour triompher de ces difficultés, d'aucuns sont d'avis de renforcer le lobbying des sports d'hiver auprès des instances gouvernementales. D'autres que c'est l'image même de la pratique du ski qui est aujourd'hui à renouveler. Une volonté qui fait suite à la recrudescence des actes de sabotage sur les pistes et de l'ampleur grandissante du mouvement anti-domaine skiable. C'est très pesant pour les acteurs que nous sommes, parce que désagréable. Mais j'ai envie de dire aux pourfendeurs des sports d'hiver qu'ils continuent, parce qu'il n'y a presque jamais eu autant de monde et qu'il y a toujours une très forte appétence pour l'économie du ski, pour les sports d'hiver, parce que la montagne attire. Et il ne faut pas oublier que ça fait vivre dans nos territoires des centaines de milliers
de personnes à l'échelle de tous les massifs. Les débats, réunions et autres tables rondes se poursuivront jusqu'à ce vendredi soir dans la station savoyarde. Un temps d'échange essentiel et qui permettra aux différents acteurs du milieu de s'accorder et de faire face de la manière la plus homogène et réfléchie qu'il soit. Elle apprécie les coins de forêt ombragés et humides. La Morille affectionne particulièrement la proximité de feuillus comme le frêne, le chêne ou encore le noisetier. Dès les premiers signes du printemps, elle pointe le bout de son chapeau en pleine forêt comme sous ses serres. Rémi et Jonathan cultivent la Morille depuis près de 10 ans en Savoie et en Haute-Savoie. On a travaillé très longtemps sur la culture de Morille pour arriver à avoir de beaux résultats. Donc on a passé de nombreuses années de recherche. Et puis voilà, maintenant à terme, c'est une culture qui est rentable, avec des morilles de souches locales qui viennent des alentours, des Bauges, etc. Donc elle est prélevée naturellement dans la nature. Donc là par exemple, c'était un cueilleur qui nous a trouvé cette belle morille. Donc on l'a sélectionnée déjà parce qu'on savait qu'elle était très bonne, cuisinée par le ramasseur qu'il avait. Et donc nous après, on a un laboratoire où on a un système de purification de souches, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les petites bactéries et les autres mycéliums qui peuvent être présents sur cette morille. Et puis après, juste, c'est une histoire de duplication de la semence. Voilà, d'un petit bout de semence, on peut en faire plusieurs. Et donc on multiplie ça à l'infini pour réimplanter ça directement en terre et donc dans le pods à morille. Le pods, c'est l'outil essentiel à la culture de ce champignon fragile. Rémi et Jonathan font partie des fondateurs de l'exploitation Les Morilles du Lac qui a créé ce petit pot. Donc c'est un pot en céramique qui a été conçu pour mettre le mycélium de morille. Donc c'est du grain avec le mycélium de morille qui va être implanté directement en terre. Voilà, une profondeur à peu près au niveau de la terre. Et donc quand on ensème ça au mois d'octobre ou novembre selon les régions françaises, on va avoir le mycélium de morille qui va s'étaler et s'épandre sur toute la terre. Et puis après la phase hivernale, donc quand le froid est arrivé, que le mycélium redescend en terre, et au printemps on a le phénomène qu'on appelle la fructification et donc l'apparition de petites morilles comme on peut avoir sur le terrain et puis qu'au fur et à mesure grandissent. Le choix du terrain et les caractéristiques de sa terre sont bien sûr déterminants pour la réussite de la culture. On se rapproche le plus possible du milieu forestier, donc une terre qui se rapproche le plus possible d'un sous-bois. La terre noire est une caractéristique dans notre région en tout cas, où c'est très riche en humus. Et ensuite, on est sous une serre qui est ombrée. On a un ton d'ombrage qui représente un dessous de forêt en fait. C'est ce que la morille préfère parce qu'elle pousse dans des conditions qui sont assez humides. Il lui faut beaucoup d'humidité, quand même un peu de luminosité. Sur ces 3 sites de production en Savoie et en Haute-Savoie, l'entreprise cultive ainsi une morille sélectionnée avec soin. Une bonne morille, c'est déjà une morille qui est esthétique. Ensuite, une bonne morille, c'est quand on la coupe, 10 minutes après, il faut qu'il y ait une odeur qui sente très fort les sous de bois. Une morille, ça sent vachement fort la forêt, on peut ressentir tout le printemps d'une forêt dans ce champignon. Et c'est vrai que gustativement, il faut qu'on ressente toute cette forêt en bouche pour qu'elle ait tous les critères réunis pour qu'on la mette en production. L'entreprise a déposé un brevet pour ses pods. Elle forme des cultivateurs à travers la France à ces techniques de culture pour répondre à une demande toujours plus importante, notamment des chefs étoilés de toutes les régions. C'est déjà la fin de ce journal télévisé. On se quitte avec ces superbes images de l'exploit réalisé par Benjamin Védrine et Samuel Ecky ce lundi 10 avril, qui ont battu en 14h54 le record de vitesse à ski entre Chamonix et Zermatt. Ils ont ainsi pulvérisé l'ancien record de plus d'1 heure et demie. Tout de suite, vous retrouverez votre bulletin météo suivi d'une rediffusion de notre émission Aparté consacrée à l'association Haut-Savoyarde Arves Réfugiés. Passez une agréable soirée en notre compagnie et à demain. Faut digérer le sandwich.